C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Putain, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est le l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 24 de Jeux en Triangle. David Hernandez et Geoffrey Stein sont toujours là pour vous donner beaucoup d'amour. Bonjour messieurs. Salut Arthur, salut David, bah écoute, ouais, on va essayer. Là, c'est une grosse responsabilité que tu nous donnes quand même là. Ah, j'avoue qu'on est en plus on est sur des bases solides là qui arrivent là, ça risque d'être très compliqué. Effectivement, les joueurs dont on va parler aujourd'hui nous ont déjà donné beaucoup d'amour. On vous le rappelle, on est présent sur toutes les plateformes de podcast et pour être bien visible, l'idéal c'est que vous alliez mettre une note, un commentaire et que vous partagiez tout ça. On est aussi sur YouTube, alors c'est parti pour les petits pouces bleus, les petits partages. Vous connaissez la musique. On bascule dans le sujet du jour avec un nouveau hors-série. Aujourd'hui, on a décidé de tester un nouveau format, la comparaison de 3 trios, des trios d'attaquants. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire refaire le parcours de 9 joueurs, mais bien de 3 associations, de leur complémentarité, de leur succès. Et on va avoir du boulot puisqu'on s'apprête à débattre sur les 3 trios offensifs les plus marquants de ces dernières années, qui ont sévi successivement, voire en même temps, à partir du milieu des années 2010. Si je vous dis BBC, MSN et MSF, ça vous met certainement la puce à l'oreille. C'est parti pour une discussion autour de Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar et Mané, Salah, Firmino. Ces trios, c'est clairement l'hymne de nos campagnes de Ligue des Champions. C'est parti pour l'échauffement. J'espère que vous êtes en forme, messieurs, et qu'aucun d'entre vous ne va me dire désolé pour hier soir. On va pouvoir commencer avec l'échauffement après avoir épuisé toutes les blagues possibles autour de trio. David, je te laisse y aller. Sur les jeux Sur de mots, l'échauffement, chante-nous une chanson, David. Enfin, n'oubliez pas les paroles. Alors bah moi mon souvenir sur la BBC, en fait c'est plus un souvenir global de ce Real Madrid sous l'ère Zidane, de ce Real Madrid sur le toit de l'Europe avec ce fameux triplé historique en Ligue des Champions. Donc c'est vraiment ça qui m'a marqué durant ce trio offensif, parce que après je reviendrai plus tard, mais du coup sur l'aspect général et sur l'image de la BBC en elle-même, j'ai pas de souvenir si marquant que ça. C'est vraiment ce Real de Zinedine Zidane qui m'a marqué, quoi. Moi sur Salah, Mané, Firmino, donc la SMF, ou enfin vous l'appellerez comme vous voulez, c'est marrant parce que j'ai pas mal d'images de petites tensions qui me viennent à l'esprit ces dernières années. Il y a eu Salah, Mané qui en très peu d'intervalle avait un peu tiré la gueule au moment d'être remplacé par Jürgen Klopp. Il y a eu une petite échauffourée, un petit moment de tension entre Salah et Mané aussi, parce que je crois que le Sénégalais reprochait à l'Égyptien de ne pas lui avoir donné un ballon. Bref, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'ego dans ce trio. Et malgré ça, je trouve que, pareil, on y reviendra plus tard, qu'il était assez fusionnel qu'il est d'ailleurs toujours assez fusionnel dans le jeu, et qu'ils ont su, malgré quelques différends, atteindre ou du moins approcher l'excellence à certains moments. Sur la MSN, j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir voir ça en direct. Et c'était une très belle soirée pour le PSG, parce que c'était le 4-0 en huitième de finale aller en 2017 en Ligue des Champions. Et malgré ce match où pour le coup Paris vraiment marche sur le Barça collectivement, c'est vraiment une démonstration de force de Paris, et malgré ça tu avais un sentiment que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui définissait cette MSN, c'est que tu avais à la fois la complicité des 3 hommes et la qualité individuelle. C'était vraiment le mix entre les deux qui faisait que tu avais l'impression qu'il pouvait se passer des dingueries à tout moment. Et d'ailleurs, au final, le match retour, la fameuse remontada, est un peu un symbole de ça. On en parlera après. Mais du coup, il y avait vraiment ce sentiment. Et pourtant, vraiment, encore une fois, je le dis collectivement, il n'y avait vraiment pas photo ce soir-là.
Et il y a 2-0 à la mi-temps, tu te dis, au final, ça peut revenir à 2-2 en un claquement de doigts, en fait. Très très vite, ça peut basculer un match avec un tel potentiel offensif. Et c'est vrai que c'était vraiment une des rares fois où j'ai senti une telle menace planer, même dans un match où tu dois pas être en danger, quoi. C'est parti pour le match. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. Alors on va commencer avec Bale, Benzema et Ronaldo, puisque c'est le trio qui a été c'était le premier trio par ordre chronologique. Il a démarré en 2013 à l'arrivée de Gareth Bale en provenance de Tottenham, et il s'est arrêté en 2018 lors du départ de Ronaldo à la Juve. C'est un trio qui a connu 3 entraîneurs, Carlo Ancelotti, Rafa Benitez et puis Zinedine Zidane. 442 buts à eux 3 en 5 saisons, ça fait une moyenne de 88 par saison. Mais ce qui ressort, c'est que évidemment, Cristiano Ronaldo avait un impact énorme. On va d'abord se pencher sur les statistiques. Statistiquement, avait un apport énorme, et c'est peut-être le trio dans lequel il y avait le plus une individualité qui ressortait quand même. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, tu avais l'impression que c'était une individualité avec, je vais caricaturer un peu, mais avec 2 sous-fifres qui étaient là à son service. Même si récemment, Karim Benzema, dans une interview à France Football, a déclaré qu'il ne s'était jamais senti le lieutenant de Cristiano Ronaldo. Mais tu avais cette impression de... En fait, quand Cristiano Ronaldo avait le ballon, s'il partait du côté gauche, tu savais forcément que ça allait se finir sur une frappe. Tu ne te disais pas, il va combiner avec ses compères, etc. Et c'était un peu pareil pour Gareth Bale de l'autre côté. Mais tu avais vraiment ce sentiment d'un joueur qui avait déjà tout prouvé au haut niveau, qui avait déjà gagné avec des champions, qui a été ballon d'or, etc. Et deux joueurs à son service, avec un plus collectif qui est Karim Benzema, et un qui en gros voulait montrer ses preuves, prouver qu'il méritait ce fameux transfert à 100 millions d'euros en 2013, et du coup qui était un peu dans cette recherche individualiste comme pouvait l'être Cristiano Ronaldo, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Tu as vraiment cette impression d'un Bale un peu déconnecté des deux autres. Je trouve que c'est un trio qui était hyper séduisant sur le papier parce que c'était hyper complémentaire. Tu avais le côté vraiment individualiste et efficace, on va dire, de CR7. Le côté volume énorme de Bale qu'on avait pu voir à Tottenham. Et cette faculté à se mettre au service des autres de Benzema. Et je trouve que finalement sur le terrain, ça s'est jamais vraiment traduit en trio, quoi. C'était plus un duo avec un Bale qui en plus, déjà en effet, il y avait un côté soliste un petit peu dans son coin par son attitude. Et en plus les blessures, le fait qu'il a rarement pu enchaîner, à part sur sa première saison, mais finalement il a rarement pu enchaîner les matchs avec ses partenaires. Donc du coup, j'ai quand même un sentiment un peu mitigé. C'est-à-dire que c'est la BBC, on a l'impression que c'est ce premier grand trio du football européen des années 2010. Mais en même temps, j'ai l'impression que sur le terrain, ça n'a jamais débouché sur quelque chose de très complémentaire. C'est pas pour ça que ça n'a pas marché, mais je ne l'associerais pas vraiment en trio au final. Par rapport à ce qu'on pourrait se dire, on parlait de Benzema, lieutenant de Ronaldo. On s'est penché un peu sur les chiffres, et c'est vrai qu'il y a des mini-surprises. Par exemple, Gareth Bale a fait pendant cette période-là, Gareth Bale a fait plus de passes décisives à Cristiano Ronaldo. Il est à 32 buts de Ronaldo sur des passes de Bale que Benzema. On a 25 buts de Ronaldo sur des passes de Benzema. Il y a des choses, moi j'aurais comme ça d'emblée beaucoup plus imaginé que Benzema avait fait la majeure partie des passes décisives. Pas du tout. Et l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que autour de ces trois-là, il y avait quand même une concurrence plus importante que dans les autres trios. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a Di Maria sur une saison qui a du coup reculé d'un cran avec Ancelotti pour jouer relayeur. Il y avait les débuts de Marco Asensio à l'époque qui se lançait, qui était un vrai espoir du foot espagnol. Vous aviez Alvaro Morata aussi à un moment, James Rodriguez, Isco, et c'était pas encore des flops ces joueurs-là à l'époque. Donc il y avait quand même une vraie concurrence forte autour de ces trois joueurs. Ouais, c'est ça, mais alors on était, j'ai retrouvé une citation de Sampaoli qui comparait un peu la MSN et la BBC en 2015, et qui disait qu'au final la BBC c'était trois joueurs qui, au lieu de se sublimer les uns les autres, se neutralisaient en fait. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve surtout chez Karim Benzema, qui a été, je pense, celui qui a été le plus impacté dans son jeu par rapport à ce qu'on voyait, qu'on avait vu à ses débuts à l'Olympique Lyonnais ou à ses débuts au Real Madrid. C'est qu'il a vraiment
malgré ce qu'il dit qu'il n'a pas été un lieutenant, il a vraiment dû réadapter son jeu. On le voit, pour moi, je le voyais presque plus comme un meneur de jeu au sein de ce Real que comme le véritable avant-centre du Real. Ronaldo jouait sur un côté, surtout au début de la BBC, mais c'était en fait lui l'avant-centre titulaire du côté de Madrid, quoi. Ah, c'est vrai qu'on s'en rend encore plus compte finalement depuis le départ de Cristiano. En fait, on voit à quel point Karim Benzema a été entre guillemets bridé par la présence de Ronaldo et aussi par la présence de Bale. Parce que s'il fallait en sortir un des trois, c'était plus lui. Parce que diplomatiquement, en termes de ce qui avait été investi sur les trois joueurs, voilà, c'est Benzema. Il y a des moments où, je ne vais pas dire qu'il était contesté dans cette période-là, mais où on le mettait un petit peu plus facilement sur le banc en Liga, on le mettait un petit peu plus de côté. Après, par contre, dans les grands matchs, Ligue des Champions, toujours présent. Voilà, on connaît la qualité de Benzema dans les grandes affiches européennes. Il a toujours été présent sur les 4 campagnes de Ligue des Champions que le Real gagne. Il est souvent très important, bien plus régulier aussi qu'un Bale, par exemple. Donc voilà, on lui donnait une importance supérieure dans les grands matchs, mais sur le fil d'une saison, c'est vrai que c'était celui qu'on mettait le plus facilement un peu de côté, quoi. Tu parlais de Ligue des Champions, c'est vrai qu'ils ont chacun leur moment fort dans les victoires du Real Madrid, chacun leur but en finale. On va quand même citer le palmarès de ce trio. Inévitablement, une Liga, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes de l'UEFA et 4 Coupes du Monde des clubs. C'est clairement le palmarès le plus impressionnant des 3 trios parce que ces 3 joueurs avaient la gagne entre eux et Bale est devenu ce qu'il est devenu depuis, mais chacun des 3 avait cette capacité à se mettre au niveau des grands rendez-vous et avait cette âme de champion en fait. Ouais, en fait, c'était un trio offensif que, comme tu parlais de complémentarité, Geoffrey, c'est un trio offensif que sur une saison presque, tu te disais que c'était pas vivable en fait, qu'ils ne pouvaient pas fonctionner les 3 en même temps sur 38 journées. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils ont gagné 4 Ligues des Champions et du coup 3 d'affilée. C'est que en fait, c'était des matchs entre guillemets coup près où le talent individuel dans cette force collective qu'était le Real Madrid se moulait le plus facilement que sur une Liga qui dure sur toute une saison et où tu es sur le pied au plancher pendant tous les week-ends, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un Real qui est très marqué par un côté match winner et leader. Voilà, au-delà des 3 de devant, tu avais un Ramos, un Modric, un Casillas ou un Navas, un Marcelo, voilà, des joueurs dont on a vraiment cette image de quand il faut aller à la guerre sur des matchs coup près, sur des matchs importants, là ça fait des vraies différences. Et c'est vrai que ce Real-là de la BBC, il y a vraiment cette image-là de arriver à se mobiliser sur des événements très ponctuels. Et en effet, sur le fil d'une saison, c'est un peu plus compliqué parce que moins de projets de jeu très marqués, c'est des équipes un petit peu plus à réaction, à l'adaptation à l'adversaire. Mais voilà, sans un collectif qui a une vraie idée de jeu, comme on pourrait le voir avec les autres, le Barça et Liverpool, où tu as des idées de jeu un peu plus marquées dans ces équipes. C'est vrai que, comme je le disais au début, c'est vrai qu'il y a eu 3 entraîneurs, donc ça n'aide pas forcément non plus à développer une idée de jeu forcément très marquée. Et du coup, je suis complètement d'accord avec vous, et ça se retranscrit dans les affinités techniques entre les 3 joueurs. Je ne trouve pas qu'il y avait une affinité si criante que ça entre les 3. Évidemment qu'ils s'entendaient parce que ce sont 3 joueurs intelligents, mais par rapport aux 2 autres trios, notamment à la MSN, il y a un gouffre entre les ententes entre les joueurs qui dans les autres trios pouvaient se trouver vraiment les yeux. Oui, et même en dehors, effectivement, même si on reviendra peut-être. Oui, la relation CR. Ah oui. Salah, Firmino, Mané, c'est peut-être moins évident, mais c'est vrai qu'à la MSN, on parlera après, c'était 3 copains aussi. Après, Benzema a beaucoup pris, on va dire, de l'hygiène. Ouais, la salle, quoi. La salle. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se faisaient des bouffes ensemble, quoi. Non, oui, mais je veux dire que si sur le terrain, entre guillemets, si Ronaldo n'a pas eu une influence positive sur le jeu de Benzema, il a eu une influence positive en dehors sur le fait de la récupération, je sais pas si c'est aussi dans le régime alimentaire, tout ça, mais si Benzema aujourd'hui à 34 ans, il est aussi fort, c'est aussi parce qu'il a pris de l'éthique de travail de Ronaldo, et pour du coup sur cette complémentarité quasi inexistante,
Je trouve que ça s'est retrouvé aussi dans les résultats des Ballons d'Or. C'est que les années où Ronaldo est Ballon d'Or, il le gagne. Et la première année, Bale finit 6ème, mais Benzema n'est pas dans le classement. Et la deuxième année, Benzema est 25ème et Bale n'est pas dans le classement. Donc ça renforce encore plus, je trouve, ce sentiment d'une individualité dans le trio et deux autres qui étaient clairement en dessous, quoi. Ouais, et puis en fait, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Tu le disais aussi, Benzema n'était pas toujours indiscutable. Forcément, quand il y a plus de rotation dans le trio aussi, c'est moins évident. Benzema, sur les 5 saisons du trio, il y a 3 saisons, il fait moins de 30 matchs de Liga. Donc, et c'est les 3 seuls de sa carrière. Enfin, depuis qu'il a été lancé comme titulaire à Lyon, c'est les 3 seules fois de sa carrière que c'est arrivé. Donc forcément, ça n'aide pas, en plus de la rotation des coachs et en plus de la concurrence, à former un trio extrêmement fusionnel sur le rectangle vert. On va pouvoir enchaîner avec Messi, Neymar et Suarez. Alors la fameuse MSN qui a vu son histoire commencer en 2014 à l'arrivée de Luis Suarez en provenance de Liverpool. Suarez qui arrive un an après Neymar, lui qui avait débarqué du Brésil. Et ça se termine en 2017 avec le départ retentissant de Neymar au Paris Saint-Germain. On va commencer par ça parce qu'on en a parlé juste avant, mais effectivement on avait une relation technique entre les trois exceptionnelle puisqu'ils se trouvaient les yeux fermés, et une relation humaine où on avait vraiment 3 copains qui jouaient ensemble, du moins Messi Neymar très très proche, Messi Suarez très proche, Neymar Suarez je sais pas, mais il y avait vraiment une vraie affinité qui transpirait de ce trio là. Ouais, c'est le maté, hein, ça c'est. C'est vrai que c'est côté sud-américain. Hein. Non, mais c'est surtout que en vrai, cette connexion entre les trois, elle peut être. Là, après coup, on se dit, ils s'entendaient super bien, mais elle peut être surprenante sur le fait que quand Suarez arrive, tu as quand même cette interrogation de comment il va réussir à s'intégrer à un duo qui est déjà là depuis une saison. Surtout qu'au Barça, on va pas se mentir, hein, le poids de Lionel Messi dans le jeu barcelonais a pris une importance incroyable les dernières années avant qu'il arrive. Et la relation que Messi a eue avec les derniers attaquants du Barça, ça n'a jamais été le grand amour. On peut parler de Ibra, avec David Villa ça se passait bien, mais David Villa a accepté de se mettre en retrait pour permettre l'éclosion totale de Messi. Et quand Luis Suarez arrive, il arrive quand même avec un certain statut. Il s'est imposé en première ligue du côté de Liverpool. Donc il ne vient pas pour jouer les sous-fifres comme on l'a dit tout à l'heure avec Benzema et Bale. Il arrive à s'intégrer dans ce trio tout en ayant la capacité à ne pas se mettre en retrait, quoi. Ouais, c'est clairement ça, parce que tu avais le sentiment qu'en fait dans ce trio, tout le monde trouvait sa place, et c'était un petit puzzle qui matchait bien, quoi, parce que tu avais le côté Suarez qu'il a beaucoup développé en première ligue, c'est-à-dire excellent finisseur mais aussi un vrai travailleur, harceleur du porteur adverse, vraiment un côté premier défenseur qui dans l'identité Barça correspondait parfaitement. Tu avais ce Neymar qui était capable d'aller chercher le ballon un peu de loin et par sa conduite de balle à le faire avancer, à gagner des mètres, à dribbler et avoir ce côté vraiment inventif, créatif, et là, un peu le grain de folie dans cette équipe du Barça. Et puis tu avais le Messi, le joueur de 30 derniers mètres, qui va te débloquer des situations quand tu joues contre des blocs bas, ce qui arrive très souvent quand même quand tu es au Barça. Donc c'est vrai que tu avais cette espèce de mélange qui se faisait vraiment parfaitement, et avec derrière, encore une fois, la différence pour moi avec le Real, c'est que là tu avais un collectif ultra cohérent qui arrivait à mettre aussi ses qualités au service de ce trio. Voilà, je trouvais que vraiment l'alchimie se faisait vraiment bien, quoi. Ouais, pour moi, c'est sans aucun doute le trio le plus complémentaire des trois, ouais, clairement. Et ce que j'aime, c'est que, alors, pour Salah, Firmino, Mané, on peut pas encore le dire, la suite nous le dira, mais c'est le seul trio où les 3 joueurs étaient à leur apogée dans leur carrière à ce moment-là. Neymar n'a jamais été aussi bon avec Paris qu'il l'était à cette époque. Messi, bon, il a été à l'apogée pendant très très longtemps, et ça se trouve, il le redeviendra dans les prochains mois. Et Luis Suarez était au top du top. C'était un des meilleurs numéro 9 du monde à l'époque. On en a parlé dans un précédent numéro. Ça, j'aime beaucoup. Et contrairement au Real, où vous aviez le trio BBC qui était presque la conséquence d'un Real, d'une machine Real Madrid qui marchait très bien,
Là, vous aviez une machine Barça qui était complètement portée par ce trio offensif. Sur leur période qui a duré 3 ans, c'est 74% des buts du Barça en Liga. Le trio Suarez, Neymar, Messi, c'est exceptionnel. Ouais, et puis c'est un trio qui a fonctionné et qui est aussi, je trouve, à mettre à l'ordre du crédit de Luis Enrique, qui a souvent été un peu décrié pour son coaching, surtout même pendant ses périodes Barça et après à son passage à la Roma et même en Espagne au début. C'est que c'est un entraîneur qui est arrivé dans un Barça qui était en transition depuis 2 saisons avec le départ de Guardiola et ensuite derrière Villanova, malheureusement, qui n'a pas pu prendre le flambeau, et Tata Martino qui a été un flop monumental. Et il arrive dans ce Barça un peu en reconstruction et il arrive aussi à amener une certaine poigne dans son management, sans faire de comparaison, mais quand tu vois les critiques qui s'abattent sur le PSG actuellement, sur le fait que le trio offensif, on reproche un peu à Pochettino de ne pas avoir d'idée vraiment conçue et de ne pas assez s'imposer. Luis Enrique a eu cette poigne pour déjà, par exemple, Neymar. Je pense que défensivement, ça n'avait rien à voir au Barça et avec ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé au PSG. Il avait cette capacité à mettre ses individualités au service du collectif en même temps, quoi. Ouais, il y a une vraie capacité de Luis Enrique en effet à bonifier au maximum les talents qu'il avait sous la main à ce moment-là. Parce que finalement ça dure 3 saisons. La dernière, c'est un petit peu moins flamboyant, mais pendant les 2 premières, c'est vraiment du très très haut niveau. Ça gagne la Ligue des Champions 2015, la Liga en 2016, et c'est vraiment... on revient pas à un Barça guardiolesque parce que le style a changé, on est sur un style un peu plus direct, la patte est différente, mais en termes de résultats, on est au niveau justement de ces meilleurs Barça de l'époque Guardiola. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça va être un petit peu la bascule aussi du Barça vers quelque chose qu'on voit aujourd'hui, qui est un club aujourd'hui en reconstruction parce que des mauvais choix de la direction, et aussi un moment, même s'il s'appréciait beaucoup, il y a aussi une petite un peu querelle d'ego. Je pense que Neymar n'a pas toujours bien vécu d'être dans l'ombre de Messi. Par exemple, après la remontada, on a beaucoup mis Messi en avant, alors que c'est d'abord un chef-d'œuvre de Neymar, ce match-là. C'est l'homme du match. Voilà. Donc je pense qu'il a un peu mal vécu tout ça, et c'est vrai que t'as beau avoir beaucoup d'estime, je pense qu'à un moment Neymar est devenu trop grand pour être seulement le 2e ou 3e homme de ce Barça. C'est intéressant de voir qu'il y a le trio a duré moins longtemps que la BBC, mais a conquis plus de titres à l'échelle nationale, donc une Liga de plus que la BBC. Donc là c'est pareil, ça va venir un petit peu résumer tout ce qu'on a dit ici, mais il y avait une certaine continuité. Déjà, c'était 3 joueurs absolument indiscutables, il n'y avait pas de réflexion, il n'y avait pas de remplaçant, les autres prenaient les miettes. Luis Enrique, comme on l'a dit, il était là au début de l'aventure et il est parti à la fin du trio. Donc au niveau du coaching, c'est pareil, on est dans de la continuité. Donc forcément, ça a joué sur cette image de collectif et en particulier de trio offensif particulièrement bien huilé. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on était plutôt équitable dans les buts et passes les uns pour les autres. La seule petite faiblesse, c'est peut-être la connexion Suarez-Neymar, avec seulement 18 buts de Suarez sur des passes de Neymar. Sinon, c'est tout au-dessus de 20 passes les uns pour les autres, donc c'est assez impressionnant. On va pouvoir basculer sur Salah, Mané et Firmino. Alors, le dernier trio en date de ce podcast, puisqu'il a démarré en 2017, à l'arrivée de Mohamed Salah, en provenance de l'AS Rome. Salah qui était arrivé 2 ans après Firmino et 1 an après Mané, donc ils sont tous arrivés à 1 an d'intervalle. C'est c'est même sûr, c'est un trio qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. C'est un trio même complètement improbable dans ce qu'il a réalisé par rapport au club dont venaient ces joueurs-là et au parcours qu'ils avaient avant. Mané, il ne faut pas oublier que Liverpool le recrute à Southampton. Roberto Firmino, personne ne le connaît à part les joueurs qui jouent à FIFA avant qu'il arrive à Liverpool. J'exagère un petit peu, mais presque pas. Et Salah, on a des indices que ça peut devenir un très très bon joueur à la Roma, mais on est encore très loin de ses standards actuels à Liverpool. Vraiment trio improbable. On a fait un épisode sur les entraîneurs et c'est pour moi la patte Jürgen Klopp
qui fait que ce trio peut s'exprimer comme il le fait actuellement, avec un Firmino qui pourrait être un peu dans le rôle d'un Karim Benzema au Real Madrid, dans un rôle un peu plus je décroche, je joue meneur de jeu, et les deux flèches que sont Mané et Salah qui repiquent dans l'axe. Mais ce jeu prôné par Jürgen Klopp, avec un jeu très vertical, pas de contre-attaque parce que c'est pas, il y a un jeu de possession qui a été mis en place depuis que Klopp est arrivé, mais très très rapide, très intense, voilà, correspond parfaitement aux qualités des trois de devant, quoi. Jürgen Klopp a vraiment construit ça avec des profils qu'il avait ciblés et qui correspondent à son idée de jeu. Donc je trouve ça vraiment intéressant quand on est sur un trio, un petit peu comme on construirait en NBA avec un general manager qui chercherait vraiment de la complémentarité. Et on se dit pas, ah bah là je vais aller chercher Neymar parce que c'est la nouvelle pépine brésilienne, ou je vais aller chercher Bale à 100 millions parce que ça correspond à l'image galactique du Real. Là, Liverpool s'est vraiment posé la question de se dire comment faire quelque chose de cohérent sur ma ligne d'attaque. Et je trouve que c'est une réussite formidable. Ouais, et du coup, je trouve que c'est le trio le plus connecté au reste de l'équipe, le plus fusionnel avec tout le reste du collectif. C'est-à-dire que même en préparant ce podcast, on a instantanément pensé à Bale, Benzema, Ronaldo et Messi, Neymar, Suarez, mais on a mis un peu plus de temps avant de penser à ce trio-là, parce qu'en fait, on se dit avant tout le Liverpool de Klopp avant de se dire le trio offensif. Et ce que je trouve intéressant techniquement aussi, c'est que c'est presque un trio qui est interchangeable. Alors Firmino va évidemment envoyer moins de courses que Mané et Salah, mais globalement les trois joueurs sont capables d'évoluer sur le côté, les trois joueurs pourraient occuper une position en pointe, donc ça donne beaucoup de permutations sur le terrain, et ça donne aussi une relation technique entre Salah et Firmino que je trouve très très forte. Il y a eu beaucoup de buts somptueux inscrits sur des très très belles combinaisons entre les deux, et je trouve que Mané est un tout petit peu en retrait quand même. Ça se retrouve dans des statistiques. Par exemple, il y a 4 buts de Firmino sur des passes de Sadio Mané depuis que le trio existe. C'est très très faible. Et ça se retrouve même dans les affinités techniques. On sent quand même souvent Mané un peu à l'écart, et c'est plus marquant que la scission entre Ronaldo, Benzema et Bale, je trouve. Ouais, parce que alors, c'est peut-être un sentiment personnel, mais je trouve que Salah a ce côté individualiste qu'on ne voit pas, plus qu'un Sadio Mané. Sadio Mané, comme tu dis, on le verra peut-être plus souvent faire des gestes d'humeur parce qu'il n'est pas content d'être servi, parce qu'il est frustré, comme par exemple voilà, quand il est à la fin du match il y a quelques mois, où il montre sa frustration avec Jürgen Klopp, ils se prennent un peu le bec. Et c'est quelque chose qui, alors qu'on pourrait penser que Sadio Mané est peut-être pas le plus collectif, parce que ça serait Roberto Firmino, mais entre Salah et Mané, on miserait plus sur le fait que Mané soit le plus collectif des deux. Et je trouve que dans le langage corporel, c'est tout l'inverse. Ouais, Salah, il a un côté un peu plus leader, un peu plus positif, je suis assez d'accord. Même si je pense que c'est aussi aidé par le fait que Salah est peut-être plus souvent à la finition. Aussi, il bénéficie un petit peu plus d'un blanc-seing de Klopp pour un peu moins courir, un peu moins participer au travail défensif. Voilà, Mané, pour le coup, il a vraiment une implication constante, on va dire, dans le projet de Liverpool, alors que Salah, il peut un peu plus s'effacer quand Liverpool n'a pas le ballon. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté chez Mané d'un joueur de percussion qui va aller faire reculer l'adversaire, mais qui en effet s'inscrit pas toujours dans les petits triangles, dans les petits 1-2 qu'il peut y avoir avec ses partenaires. Il y a un côté un petit peu plus soliste chez Mané, alors que c'est vrai que, comme tu le disais, la complicité Salah-Firmino est vraiment intéressante, et Firmino, on parlait tout à l'heure en effet de Benzema et de sa capacité à être un joueur de remise très, très intéressant. Firmino, dans ce jeu-là, les petites talonnades, les petites passes en une touche pour mettre vraiment le partenaire dans la situation idéale pour frapper en une touche, c'est vraiment un des meilleurs dans ce registre. Après, ces dernières saisons, c'était quand même accompagné de beaucoup plus de buts, même si ça n'a jamais été un serial buteur, Firmino. Et là, je trouve qu'on a déjà, ça arrive quand même vite, les premiers indices d'un certain effritement de ce trio-là. Firmino est beaucoup moins performant. Et il y a Diogo Jota quand même qui est en train de mettre son grain de sel là-dedans, qui prend une part de plus en plus importante. Là, la CAN actuellement fait que le trio est démantelé, parce qu'on parle en période de CAN. Donc peut-être que ça s'applique aussi, on avait déjà parlé de Liverpool dans des podcasts précédents et de Jürgen Klopp, peut-être que l'intensité, le projet de jeu de Klopp aussi est moins viable sur la durée avec le même effectif.
Et donc ça va être très intéressant de voir comment Liverpool va évoluer et s'ils vont arriver à prolonger aussi leurs joueurs. C'est des choses qui sont en discussion en ce moment, Salah, Mané. Je pense que ça peut beaucoup bouger dans les mois à venir. Ouais, on en revient à cette question de l'ego qui a pu aussi susciter le succès de Liverpool depuis 3-4 ans. C'est que malgré tout, oui, comme tu dis, Mané il arrive à Liverpool, il vient de Southampton. Et au final, ce trio arrive à remettre Liverpool sur la carte avec ce titre en Ligue des Champions et ce titre en Première Ligue. Donc ça fait aussi... les trois arrivent à la trentaine, donc ils sont en pleine force de l'âge. Et en même temps, ils se disent que c'est peut-être le dernier gros contrat qu'ils peuvent signer de leur carrière. Donc ouais, on est peut-être à la croisée de chemin de savoir est-ce que... par ego et par volonté de prouver qu'on n'est pas dépendant de ce trio, est-ce que un Mané ou un Salah va décider de quitter le club? Est-ce qu'ils vont jouer la continuité avec peut-être la possibilité de faire moins bien? Parce qu'ils nous ont tellement habitués à mieux que, comme tu le dis Arthur, là la baisse de régime de Firmino, tu commences à te poser des questions de savoir s'il s'intègre vraiment totalement maintenant dans ce trio. C'est vraiment, je trouve que l'intersaison à venir peut poser de grosses questions à Liverpool. En fait, c'est assez. Je trouve que ça correspond un peu à ce club qu'est Liverpool. C'est à la fois un club immense, mais on a toujours l'impression de ne pas le mettre dans le top du top des clubs européens. Et même aujourd'hui en Angleterre, tu aurais presque, sur la régularité des dernières années, tu aurais presque plus tendance à mettre City, voire Chelsea. Presque un peu devant en termes de prestige, quoi. Alors que pour le coup, moi c'est pas du tout mon avis, mais c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on peut en avoir, et c'est vrai que t'as un peu l'impression que Salah, Mané, ils peuvent encore aller chercher un step au-dessus, alors que t'es déjà dans un club en effet qui a gagné avec des champions il y a 3 ans et la Première Ligue il y a 2 ans. Donc du coup il y a cette espèce d'entre-deux, et c'est vrai que t'as l'impression peut-être qu'un des deux peut se dire vas-y, j'ai envie d'aller me tester, je sais pas, dans un contexte où je vais aller au Real, où je les vois pas trop aller au Bayern, mais en tout cas voilà, ils cherchaient un autre projet où soit ils seront complètement numéro 1 de ce projet là. Par exemple au PSG, un mec comme Mané pourrait se dire je vais aller au PSG pour essayer d'être le step qui manque à un club comme ça pour passer un cap. Donc du coup c'est vraiment intéressant de voir comment ils vont utiliser là ce petit pouvoir finalement qu'ils ont sur leur avenir à moyen terme. Ouais, c'est vrai que la question des aspirations personnelles va être importante parce que au Real, Ronaldo avait déjà le Ballon d'Or, tu l'as précisé David. Au Barça, c'était le cas pour Messi. Là, le membre fort du trio, c'est Mohamed Salah actuellement. Lui, il n'a pas encore le Ballon d'Or. Et je ne peux pas empêcher de penser qu'il aura besoin de plus, sans leur faire injure, parce que c'est des joueurs extraordinaires, que Mané et Firmino pour l'entourer, pour atteindre cet objectif personnel. Alors, est-ce qu'il le trouvera à Liverpool? Est-ce que Liverpool fera venir les joueurs pour l'accompagner? J'en doute, parce que la politique de Liverpool, c'est de faire venir des joueurs et de les faire façonner par Jürgen Klopp. On l'a vu encore avec Jota. Donc s'il veut vraiment gagner le Ballon d'Or à court terme, je pense que Mohamed Salah sera obligé de quitter Liverpool. On va passer au temps additionnel, c'est l'heure du verdict. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, si tu veux nous livrer ton classement, c'est parti. Alors en 1, parce que c'est pas vraiment titulaire, remplaçant et placardisé, en 1 ça sera la MSN. La MSN parce que trop marquante, parce qu'impact sur les résultats du Barça vraiment monstrueux. Ça a duré que 3 saisons, mais c'est un délice pour les yeux. C'est une complémentarité technique hors norme, c'est une complémentarité hors du terrain que je valorise beaucoup aussi. On sait que la vie de vestiaire c'est quelque chose qui compte énormément dans une réussite sportive, et moi je trouve ça beau que ces mecs-là, qui sont des grandes stars, aient réussi à développer une amitié vraiment cool quand tu les vois sur les réseaux. Ça a l'air d'être vraiment sincère, quoi. Il n'y a pas eu un côté fin qu'on peut avoir dans d'autres relations de sport. Donc voilà, j'aime beaucoup ce trio, je le trouve très bien construit, très bien fagoté. Et encore une fois, ça a fait passer un cap au Barça exceptionnel à ce moment-là. En deuxième, je vais mettre le trio de Liverpool parce que j'aime sa construction, j'aime à quel point ça a réussi à faire exprimer chez chacun le meilleur. Firmino est devenu la meilleure version de lui-même avec Liverpool, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Salah est devenu la meilleure version de lui-même
avec Liverpool. Salah, c'est quand même un mec qui double quasiment ses totaux de but entre ce qu'il a fait avant et ce qu'il fait à Liverpool. Mané, c'est pareil, c'est la meilleure version de lui-même. Vraiment, on a l'impression de 3 joueurs qui se sont pleinement épanouis en étant au bon endroit, au bon moment et à jouer ensemble. Et ça, je trouve ça hyper beau. Et après, la BBC, je la mets en dessous, bizarrement, parce que finalement, c'est celle qui a ramené le plus de trophées, celle qui a eu le plus beau palmarès au final. Mais je sais pas, encore une fois, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, pour moi, c'est même pas vraiment un trio, c'est presque plus un duo avec un espèce de Bale qui était là de temps en temps quand il était pas au golf. Franchement, voilà, et pourtant, j'ai vraiment du respect pour ce que fait Bale avec le Real, notamment sa première saison qui est vraiment très très forte, on a tendance à l'oublier. Mais voilà, un peu trop d'individualisme dans ce trio. Et je trouve que voilà, tout était un peu quand même autour de Cristiano et finalement les deux autres étaient là pour servir un peu la soupe. Je vais avoir le même classement que toi, Geoffrey. La MSN en numéro 1 parce que ce Neymar-là, avec cette coupe de cheveux-là, c'était injouable. J'ai trop de bons souvenirs de Neymar et de Luis Suarez aussi, dont j'étais un fan absolu. Bon, mais si on n'en parle même pas. C'était vraiment voilà, le trio qui puait le foot, celui qui nous a le plus régalé dans le jeu, même s'il a moins gagné que la BBC par exemple, et où les 3 joueurs étaient à leur top. Voilà, c'était le Barça qui gagnait, c'était le Neymar qui surperformait, qui était en forme physique, en très bonne forme physique. Le Lionel Messi au top du top. Enfin, c'est en fait un peu tout ce qu'on a. Et Suarez aujourd'hui, il est un peu vieillissant. C'est un peu tout ce qu'on a perdu. Donc, je suis presque dans de la nostalgie en fait, en repensant à ce trio-là. En deuxième, donc Salah, Mané, Firmino. Pour leur parcours en fait, et je reviens à mon argument de tout à l'heure, ces 3 joueurs-là étaient a priori sur le papier pas destinés à former un trio absolument redoutable. Ils ont quand même remporté une Ligue des Champions. Je sais même pas si on l'a reprécisé. Ils ont remis Liverpool au top du top, même si je te rejoins Geoffrey sur le fait qu'ils sont peut-être moins mis en avant qu'un City ou qu'un Chelsea, mais ils ont remis Liverpool au top. Il faut se rappeler de ce qu'était Liverpool il n'y a pas si longtemps que ça, sous Brendan Rodgers par exemple, vers 2015. Donc voilà, pour ça je les mets en numéro 2. Et puis voilà, la BBC en 3. 4 Ligues des Champions, c'est énorme bien sûr, mais voilà, je vais avoir à peu près les mêmes arguments. Comment dire, Ronaldo avait trop l'ascendant pour que le trio en lui-même soit particulièrement marquant et nous laisse des souvenirs très forts. On se souvient des gestes individuels de chacun dans des finales de Ligue des Champions, mais on ne se souvient pas d'une alchimie collective de nature à nous marquer sur la durée, quoi. Eh ben, moi en premier, j'aurais également la MSN qui, pour moi, ça représente vraiment le romantisme qu'on aime dans le football. Comme tu l'as dit Geoffrey, cette alchimie entre 3 joueurs qui ont un ego, on va pas se le cacher, qui ont un ego et une soif de réussite personnelle, mais qui ont réussi à mettre ça au service du collectif. J'ai le souvenir de cette fameuse finale de Ligue des Champions en 2015. Ça se finit avec un but de Neymar, un but de Messi et Luis Suarez passeur. Sur les 3 buts du Barça, ça représente bien ce trio qui était au service des uns et des autres et du collectif de Luis Enrique. Et c'est vraiment le romantisme que j'aime, mais qui, dans un sens, dans quelques années ou même dans 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on parlera plus de la MSN que de la fameuse BBC et du Real Madrid? Alors c'est pour ça que je mets la BBC en deuxième par rapport à vous, c'est que ça reste quand même le trio offensif d'un club qui a réussi quelque chose d'historique avec 3 Ligues des Champions de suite, 4 en 5 ans. Et même si on met le fait qu'il y avait Ronaldo au-dessus des 2 autres, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Gareth Bale, il marque un doublé. Du coup, il n'y a plus la MSN en face, mais il marque un doublé en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool l'année suivante de la fin de la MSN. Il marque pendant la finale juste avant la MSN. Donc chacun a quand même apporté sa pierre à l'édifice dans le succès qu'a connu le Real ces années-là. Et c'est ce qui me le fait mettre en deuxième par rapport au trio de Liverpool qui sera 3e. La complémentarité, elle est là, il n'y a pas de souci dessus. Mais j'ai quand même ce petit regard négatif sur cette guerre d'ego qui est un peu cachée avec Mané,
qui est un peu caché avec ça là. Les trois sont au top, mais est-ce que, comme on a dit, là, Firmino commence à se mettre en retrait? Est-ce qu'on n'a pas connu l'apogée de ce trio pendant 2-3 années, et que c'est déjà un peu la fin de ce trio, quoi. L'avenir nous le dira, on va être particulièrement attentif à la suite de la saison de Liverpool qui est pas larguée, mais qui a déjà pris un petit peu de retard sur Manchester City dans la course au titre. D'ici là, nous on va continuer d'enregistrer des épisodes, quoi qu'il arrive pour Liverpool et pour Salah, Mané, Firmino. On se retrouve donc dans 2 semaines. On compte sur vous pour partager cet épisode, mettre des notes, mettre des pouces bleus sur YouTube. J'ai plus qu'à vous remercier, David et Geoffrey. On se retrouve très très vite pour débattre foot encore avec beaucoup de plaisir. Merci Merci à à toi, vous, les gars. toujours un plaisir. Salut à tous. Ciao.